Bonjour et merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. On va parler d'une certaine thématique qui évidemment concerne la production agroalimentaire. Comment assurer la tenue de la DLC dans vos productions? Alors, je serai un peu plus modeste, je dirais plutôt comment aider à assurer la tenue de la DLC dans nos productions. Et pour ce, on va vous parler un peu de notre groupe qui s'appelle Oxyfarm, qui fait du nettoyage sous vapeur et de la désinfection des surfaces par voie aérienne. Alors pour ça, je vais avoir Damien avec moi. Damien qui est notre ingénieur chimiste et qui est dédié à l'agroalimentaire. Et moi-même qui, en tant que pharmacien, m'occupe plutôt des relations avec les organismes de tutelle et des analyses, des prélèvements, des problèmes qui sont régis par le suivi au niveau de la NSM ou autre, et de l'ANSES. Voilà. Alors je vais passer à Damien la parole. Merci Thierry. Donc, on va parler de date limite de consommation. Un petit rappel, en France, il existe 2 dates sur les produits préemballés. La première, c'est la date limite de consommation, qui indique une limite impérative. Elle figure sur les emballages avec la mention « à consommer jusqu'au ». Elle s'applique en majorité aux produits à risque microbiologique et qui sont à conserver au frais. Par exemple, les poissons, les charcuteries, la viande. Au-delà de cette date, les aliments sont impropres à la consommation. La deuxième est la date de durabilité minimale, DDM, qui remplace la DLUO. Elle concerne tous les aliments emballés qui ne sont pas soumis à une DLC. Par exemple, les gâteaux, les produits lyophilisés ou les conserves. Le dépassement de cette date n'est pas dangereux pour le consommateur. Ces dates sont fixées par le producteur. Et la réglementation impose pour la DLC que les producteurs de produits alimentaires assurent une mise sur le marché de leurs produits sûrs et que cette date limite de consommation soit ajustée au mieux pour garantir la sécurité sanitaire des aliments tout en limitant le gaspillage alimentaire. Nous allons passer à notre premier sondage. Donc, nous vous demandez quelle est la cause principale de rappel des produits. Les rappels peuvent être dus à des allergènes, à la bactériologie, aux corps étrangers, aux défauts d'emballage ou aux pesticides. Je rappelle la question, quelle est la cause principale de rappel des produits? Les allergènes. On compte 14 types d'allergènes. Le gluten, les crustacés par exemple, les œufs, le poisson et d'autres encore. Les risques bactériologiques, on parle ici de rappel dû à une détection de micro-organismes indésirables comme la listeria, la salmonelle ou les streptocoques et staphylocoques. Les corps étrangers, c'est tout ce qui est une pollution de l'ordre macroscopique, des morceaux de métal ou de plastique. Les défauts d'emballage, ils sont nombreux. Une erreur de date, un produit mal operculé, un non-signalement d'allergène ou une erreur de poids. Et enfin, les pesticides ou, comme dans la conférence de ce matin, les contaminants chimiques. En 2021, il y a eu la crise des oxydes d'éthylène, mais en ce qui concerne les résidus de produits, mais cela concerne aussi les résidus de produits et de nettoyage, par exemple, ou de produits de traitement des matières premières. Donc, le résultat du sondage, nous avons en premier, alors, le risque bactériologique à 70%, voilà, puis vient les pesticides, le défaut d'emballage, les corps étrangers et les allergènes. Bon, je mettrai juste, je commente par derrière. C'est vrai que les risques bactériaux, c'est des conséquences financières, des conséquences humaines. Et conséquences humaines signifient aussi conséquences financières et pour un terme assez long. On le voit dans la pharmacie, mais on le voit aussi dans l'agroalimentaire, dans ce qui est survenu. C'est ce qu'il y a de plus dommageable au sein d'une société. Corps étranger, quand on en trouve, on peut passer, quand on en a vu dans des conserves, on les passe au rayon X, ça se voit. Mais c'est vrai que c'est la bactériole le plus problématique.
Donc si on fait un petit focus sur le site Rappel Conso, qui est un site à destination des consommateurs pour les informer de tous les rappels, il y a eu quand même dans les 20 derniers mois 5600 rappels de produits, ce qui fait 10 rappels par jour. Comme vous le disiez à l'instant, c'est un risque pour le consommateur, mais c'est aussi un risque financier non négligeable pour l'agroalimentaire. Donc, voyons maintenant si vous aviez raison par rapport au sondage. Effectivement, le risque bactériaux arrive en premier, suivi de tout ce qui est contaminant chimique, donc ce que j'ai nommé ici pesticides. Ensuite, à égalité, les corps étrangers, les défauts d'emballage et le non-signalement ou la présence indésirable d'allergènes. Donc si on zoome sur la bactériologie, là ici on voit que la bactérie la plus présente, la gagnante, malheureusement, c'est la Listeria. Voilà. Suivent la Salmonelle, l'Escherichia coli, mais aussi le Bacillus cereus, les Staphylocoques et Streptocoques, et le norovirus par exemple. Thierry, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces bactéries? Les bactéries, on les connaît relativement bien. Hein. C'est-à-dire qu'à moins qu'on ait des nouvelles précisions sur des mutants qui pourraient concerner les virus, en tous les cas pour la DLC, les bactéries incorporées aux aliments, on les connaît. C'est Listeria, Salmonelle. Je trouve que on a quand même des bactéries un peu préoccupantes qui sont les strepto et les staphylos, qui sont dans la pâtisserie. On en voit de plus en plus de problèmes. Donc surtout sur des préparations extemporanées qui sont faites. Je dirais, je citais tout à l'heure l'exemple, c'est dans des wagons restaurants, c'est-à-dire des contrôles un petit peu moins efficaces. Et là, c'est vraiment aujourd'hui un petit problème que l'on a et qui est aigu. Bon, je pense que vous allez nous parler évidemment des problèmes qu'on a rencontrés avec Lactalis et Buitoni. Peut-être vous pourrez nous commenter ça. Mais c'est évidemment là, en termes d'image et en termes financiers, ça a été catastrophique, et en termes humains, évidemment, avec Buitoni. Bon, voilà, je vais essayer de reparler de la transmission des germes. Quand on compare le monde médical et le monde agroalimentaire, les problèmes restent absolument les mêmes. Ils sont un petit peu plus aigus dans le monde médical parce que les conséquences sont immédiates au niveau hospitalier, mais on voit que la première décontamination, elle est manuportée, c'est-à-dire nosocomiale. C'est une transmission par les mains d'un patient à un autre patient. Alors je vais reprendre un exemple que j'avais déjà pris, je vais essayer d'être bref. Quand on a une aide-soignante qui va soigner un patient qui a une infection à Clostridium difficile, je prends Clostridium parce que c'est une spore, et elle va nettoyer donc les fesses parce que ces Clostridium on le trouve là-dedans, et que si elle passe à un autre patient s'étant mal nettoyer les mains, simplement mal nettoyer les mains, eh ben elle va peut-être faire une plaie sur un autre patient qui est là, soigner une plaie, et là on va avoir une spore qui va aller dans la plaie d'un patient, et on va se retrouver dans les problèmes de fausse route. Un germe, c'est jamais un problème. Il vit sur la peau, vous n'avez pas de souci. Si ce germe qui vit sur la peau et qui est un staph par exemple, va à l'intérieur de la peau parce qu'il passe une barrière cutanée et que vous suturez cette barrière cutanée, le staph, il va plus trouver l'air sur la peau, il va le trouver dans le sang. Et là, vous allez faire donc une gangrène gazeuse. Donc c'est tout ce problème de maladie nosocomiale qui est à prendre en compte. Il est à prendre en compte dans le médical, il est à prendre en compte dans l'agroalimentaire. Alors bon, la plus impactante évidemment, c'est toujours les contaminations que l'on trouve dans l'aliment. C'est-à-dire si vous intégrez un puzzle, une pièce de puzzle qui est faussée, ça va pas. Bon, c'est clair que si vous avez une pièce qui est contaminée, une viande contaminée, et que vous l'intégrez dans de la viande qui est pas contaminée, vous aurez un ensemble qui a de grandes chances d'être contaminé, sauf à passer à l'autoclave, mais vous aurez des toxines résiduelles qui vont entraîner de toute façon des conséquences dommageables au niveau humain. Ensuite, la dernière, c'est l'air. L'air, c'est pas le problème le plus spécifique. D'abord parce que vous avez des modes de prévention au niveau de la production avec des masques. Et puis, dans l'air, effectivement, on trouve des infections virales, mais c'est pas celle-là que l'on retrouve et qui pose de plus de problèmes au niveau agroalimentaire. Elle pose des problèmes pour les personnes qui sont sur les chaînes de production, mais elle en pose beaucoup moins au niveau des produits qui va sortir de la chaîne. Alors, vous allez nous parler des zones à risque, Damien. Effectivement, les risques dans une usine agroalimentaire, c'est avant tout quand les produits sont à nu. Il s'agit, par exemple, dans les zones de transformation où on a des matières premières qu'on va broyer, qu'on va mettre ensemble, et là, on a un risque. Ce risque peut être atténué si on a une phase de cuisson.
ou une phase de fermentation qui va détruire tout ou partie des micro-organismes indésirables présents dans les produits. Seulement, on vient après une zone de conditionnement qui est la zone pour nous cruciale, car là, le produit est à nu, il est fini et il peut être exposé à tous les contaminants présents dans l'atmosphère ou sur les surfaces, dans la pièce. Une fois le produit operculé, l'emballage fermé, le producteur n'a plus de prise sur ce produit. Donc c'est ici le plus haut risque en usine agroalimentaire. Nous allons maintenant passer à notre deuxième sondage. Donc la question est: est-ce que vous utilisez des solutions qui permettent d'éviter l'utilisation de produits dangereux, par exemple certains produits chimiques utilisés en nettoyage, certains produits chimiques utilisés pour la conservation des produits? Voilà, on vous demande quelle est la part d'utilisation de ces produits dangereux. En général, quand on utilise un produit, il est pas, les personnes responsables des protocoles et de l'hygiène pensent que c'est pas dangereux. D'ailleurs, en général, c'est pas dangereux, parce que sinon ce serait un vrai problème. Mais il y a des produits alcalins, alcalino-chlorés, qui peuvent poser problème. Donc c'est pour ça, c'est pas les tensioactifs en général, mais c'est plus tous ces produits qui peuvent être des mélanges à changement de pH ou à dégazage. Voilà. Là, on est à 50-50 à peu près sur les 50-50. Bon, bah alors on va faire appel à un ami. Voilà. On verra bien qui a raison ou qui a tort. Donc, on va essayer de passer un peu plus loin pour résoudre ce problème. Quelles sont les solutions Oxypharm, Thierry? Alors les solutions Oxypharm, encore une fois, on parlait d'Oxypharm au début. Oxypharm, c'est un groupe qui a des activités nombreuses dans le monde médical, dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie, dans la cosmétologie. Et dans cette société, dans ce groupe, il y a deux sociétés. Sanivap, qui fabrique des systèmes de nettoyage, de pré-désinfection et de décontamination à la vapeur, avec l'émission d'une vapeur qui a des caractéristiques physiques extrêmement particulières. Puis, on va compléter ce système par un système de désinfection des surfaces par voie aérienne qui permettra d'atteindre tous les points de la pièce qui n'auraient pas été traités par l'action manuelle du système générateur de vapeur. Donc il y a la mise à gris, la mise à blanc. La mise à gris, c'est le nettoyage et la pré-désinfection. Je le regroupe, vous avez un petit résumé, un petit synopsis là-dessus. Mais globalement, la mise à gris, c'est comment on rend déjà propre quelque chose. Peut-être pas tout à fait désinfecté, mais propre, au maximum, avec efficacité. Et ensuite, il y a la mise à blanc, que l'on verra, qui est la désinfection. Mise à gris. Alors je continue sur la mise à gris. Donc vous avez des appareils qui sont ici, c'est nettoyage des surfaces. Un point important, la vapeur qui est émise par ce générateur de vapeur que vous voyez à droite, qui est un générateur produit par la société Sanivap, ça nous permet de faire du nettoyage sur les surfaces qui sont un petit peu éloignées de la main. C'est-à-dire que vous avez des grands balais, vous avez des tas d'ustensiles, Damien va vous en parler, mais au départ, on va émettre une vapeur qui est à 97 degrés sous 4 bars de pression constante. Ça veut dire que la vitesse de passage sur une surface est très courte pour obtenir un résultat, de nettoyage, de désinfection. Je fais juste un petit aparté en grognant sur le temps, en essayant d'expliquer de façon physique ce que donne l'eau quand elle est sous forme vapeur. Quand vous allez vouloir nettoyer une poêle chez vous, vous avez fait des eaux plates, vous avez nettoyé votre poêle, donc il y a de la graisse au fond, vous allez mettre de l'eau chaude et vous allez mettre un savon. Et quand vous allez agiter, vous allez avoir une espèce d'émulsion qui va se produire, blanche. C'est-à-dire que le surfactif, avec l'eau et la graisse, a créé une émulsion, là même que c'était une petite crème ou un lait fluide. Eh bien, vous allez pouvoir vous en passer dès que vous utilisez de la vapeur. C'est-à-dire que la vapeur qui est là à 97 degrés sous 4 bars de pression va émulsionner en fait les protéines ou les saletés qui seraient présentes et les éradiquer avec une vitesse de passage qui est extrêmement intéressante, parce que quand vous utilisez un produit de désinfection sous spray, eh bien, il va falloir attendre que ce produit de désinfection sous spray manuel ait un certain temps de contact qui va de 10 à 20 minutes, ce que personne ne fait jamais. Tandis que là, avec un passage de l'ordre de 20 cm par seconde, vous allez obtenir une réalité de nettoyage et une réalité de désinfection sans avoir utilisé de savon, puisque la vapeur va faire office de tensioactif et de savon et d'émulsifiant. Donc c'est un petit peu tout le schéma que vous voyez là, le libellé que vous voyez ici. On obtient donc, in fine,
une création de vapeur, une qualité de vapeur, un passage sur la surface, une vitesse de passage sur la surface et un résultat à la fin de nettoyage et de désinfection. Alors, comment c'est appliqué au niveau agroalimentaire? Alors, en agroalimentaire, ça peut être appliqué, par exemple, les générateurs de vapeur sont appliqués en atelier de transformation pour nettoyer les postes de travail. Les générateurs donnent d'excellents résultats sur tout ce qui est inox. Elle peut être aussi utilisée en zone de conditionnement. On a des machines qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus fragiles et qu'on ne peut pas mousser. Donc il faut trouver une solution pour nettoyer ces machines sans l'aide de canons à mousse. Enfin, les appareils Salivap peuvent être utilisés dans tous les endroits où on ne peut pas utiliser d'eau. Voilà. Je citerai 3 exemples concrets. Le nettoyage et la désinfection des postes de travail en grande cuisine. Donc là, l'opérateur nettoie son poste de travail, le plus souvent en inox, uniquement pour le nettoyage et la désinfection avec de la vapeur. La deuxième chose, c'est les conditionneuses. On a des machines de conditionnement, par exemple, conditionnement de lait infantile, qui sont mis en petites bouteilles. Tout se passe bien tant que la machine fonctionne, mais malheureusement, parfois, on a une bouteille qui peut exploser. Et là, on a une machine où le fabricant nous dit pas de produits chimiques, pas de moussage. Donc, la vapeur peut aider à nettoyer ces machines-là. Et enfin, tout ce qui est les environnements de production secs, on va dire sec et vapeur, ça colle pas. Mais les générateurs de vapeur Sanivap permettent de produire une vapeur à très faible débit et qui est la consommation est de l'ordre de 0,5 à 1 litre d'heure et elle va donc être en adéquation avec ces zones de production de poudre, par exemple, tout ce qui est zone sèche. Voilà. On a une petite vidéo pour illustrer notre propos, donc sur les appareils vapeur. Donc un appareil vapeur, c'est avant tout un générateur. Donc on va mettre en route, on a un temps de chauffe. Donc dans ce générateur, il y a un réservoir d'eau et une chaudière. La chaudière est remplie en continu par le réservoir d'eau et permet de travailler sur un poste de travail complet. Voilà. Ici, on va prendre l'exemple d'un nettoyage de poste de sécurité microbiologique que vous avez tous en labo. Voilà. On voit qu'avec le balai et le porte-bonnette, l'appareil est en fonctionnement. On voit pas la vapeur sortir. Donc, on fait vraiment quelque chose qui va être sec immédiatement. Voilà. On a des accessoires tels que la bûche coudée ou la porte-bonnette qui vont permettre de passer dans tous les coins et recoins du PSM, par exemple. Ce qui est important là, c'est regarder la vitesse de passage. Ouais. La vitesse de passage, c'est celle qui est décrite dans la norme. C'est-à-dire qu'on obtient une efficacité totale avec cette vitesse de passage. Et effectivement, avec cet outil-là qui est le balai vapeur, on peut nettoyer et désinfecter les murs, les plafonds sans aucun souci, sans effort et uniquement avec de l'eau. Voilà. Thierry, c'est le but, hein. Ouais, c'est le but. C'est que de l'eau, nettoyage, désinfection et aussi rapide qu'un nettoyage classique, sans laisser de résidus chimiques et autres. Thierry, nous avons vu la mise à gris. Maintenant, parlez-nous de la mise à blanc. La mise à blanc, ça va être le complément du nettoyage à plat. De toute façon, il n'y a pas de désinfection sans nettoyage au préalable. Ça, c'est vrai dans tous les domaines. Et ça, vous le savez tous. Donc, il faut procéder d'abord à un nettoyage. Nous, on préconise la vapeur. Ensuite, c'est la mise à blanc. La mise à blanc, c'est la désinfection finale qui va permettre de laisser une machine travailler seule, un robot en fait, et qui va permettre de transformer l'espace qui n'a pas été traité de façon manuelle avec les systèmes Sanivap, de traiter les murs, les plafonds, les tiroirs, les dessous de table, tout ce que vous voulez, en faisant une désinfection de surface qui va utiliser une machine et un produit. Ce produit va être diffusé par cette machine. On a une petite machine qui est là, qui est beaucoup vendue dans le monde médical, mais aussi dans certains départements cosméto et pharmaceutiques. En fait, on a une machine qui est une turbine chauffante, ionisante, qui va émettre un air
à 22 mètres par seconde, et on va obtenir un cyclone à la sortie de cette machine, de cette turbine chauffante ionisante, et ce cyclone va aspirer des gouttes d'un produit qui s'appelle le nocolyse, et ce produit va être diffracté dans le cyclone et transformé immédiatement en gaz à une température de 40 degrés. L'air est ionisé et on va avoir une efficacité importante parce que ce produit qui est basé qui est composé de peroxyde d'hydrogène et de catalyseur va se transformer en radicaux hydroxylo H-, H2O2 va former 2OH-, puis ces 2OH- vont former de l'eau et de l'oxygène après avoir effectué une activité de désinfection importante sur les bactéries, les spores, les fongiques, les virus et les bactériophages. Et bactériophages, bien sûr, très important au niveau de l'activité laitière. Alors, l'efficacité est totale, normée, bien sûr. On arrive à obtenir des stérilités, et j'ai une phrase que je reprends souvent. J'ai dit, on transforme en fait une cuisine en bloc opératoire en 2 heures avec des produits résiduels de désinfection qui sont de l'eau et de l'oxygène. Donc c'est non seulement totalement bio, c'est écologique, et on obtient un résultat parfait sans générer de résistance de germes, et c'est là où c'est très important. Je vous laisse présenter la gamme. Oui, on va un petit peu parler aussi de l'utilisation. Où est-ce qu'on utilise le NocoSpray, la gamme Nocotech en agroalimentaire? L'avantage de cette gamme, c'est qu'elle peut être utilisée du producteur à la ferme jusqu'à la multinationale. On a une facilité d'utilisation. On pose une machine, on la met en route, une rapidité, en moins de 2 heures, on peut désinfecter, et des résultats prouvés en laboratoire qui en font une aide précieuse pour les producteurs. Elle peut être utilisée dans tous les domaines de l'agroalimentaire, je vais pas lister, mais on a vraiment tous les domaines qui peuvent être concernés par une biodésinfection Nocotech. Je vais vous citer 3 exemples concrets. En Normandie, on a un fabricant de turgoule. Donc, pour ceux qui connaissent pas, la turgoule, c'est un dessert à base de lait et de riz qui est fait artisanalement dans un petit laboratoire. Et ce monsieur-là avait des problèmes parce que il arrivait avec une DLC très très courte. Et s'il l'augmentait, il avait présence de moisissures ou autres sur son produit. On a mis en place un traitement des ateliers régulier avec Oxyfarm, et il a pu augmenter sa DLC parce que elle est surveillée donc par le consommateur, mais aussi par les distributeurs qui n'hésitent pas à rappeler le fournisseur quand la DLC n'est pas tenue. Et bien sûr, pénalité, voire un déréférencement. La deuxième chose, c'est le deuxième exemple que j'ai, c'est en Alsace. On a un très gros producteur renommé de charcuterie alsacienne qui va utiliser le concept Nocotech, donc des Nocomax ou des NocoSpray et du Nocolyse Food dans toutes ses usines pour traiter les zones de conditionnement, les zones de transformation. Et enfin, le dernier exemple, c'est la fabrication de poudre, que ce soit poudre de lait, poudre pharmaceutique, poudre de probiotiques, etc. On traite les environnements parce qu'on a un produit qui est non mouillant, qui ne laisse pas d'humidité et qui est très efficace sur tous ces biofilms secs. Voilà. On peut voir la gamme de Nocotech. Voilà, on a donc le NocoSpray qui peut se présenter en version portable qu'on va mettre dans différentes pièces, ou en version murale, en particulier pour les endroits où on ne peut pas rentrer dans la pièce ou pour les environnements ATEX. On a le Nocomax qui va traiter jusqu'à 20 000 mètres cubes. Donc ça fait des bâtiments de 10 mètres sur 10 sur 20 mètres de hauteur, donc des tours complètes. Ou le Nocomax en version murale qui est mis dans l'atelier et qui va permettre de traiter directement l'atelier régulièrement, à chaque arrêt de production ou à chaque fois qu'on est hors personnel. Voilà. Thierry, est-ce que vous pouvez nous faire une petite conclusion sur... La conclusion, elle combine un petit peu tout ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire pas de possibilité de faire de la désinfection sans un nettoyage approprié. Et effectivement,
le concept actuel va quand même être de s'orienter sur des produits écologiques, des produits qui ne génèrent pas des produits de décomposition toxique ou des produits résiduels toxiques qui ne sont pas décomposés. Donc, passer par la vapeur semble être effectivement aujourd'hui du pur bon sens, avec ou sans oxyforme d'ailleurs, ou avec ou sans sanivable. Je vais être très objectif. Ce qu'il faut, c'est faire si vous utilisez quelque chose qui fait de la vapeur, n'utilisez pas un appareil qui sert à défroisser les costumes, mais utilisez quelque chose d'efficace et de sérieux. Mais faire du bio-nettoyage aujourd'hui avec de la vapeur semble la bonne méthode, puisque on obtient avec un manipulateur et avec une vitesse de passage et dans des conditions physiques de création de vapeur, on obtient une efficacité parfaite au passage, c'est-à-dire une efficacité normative, puisque la vitesse de passage est normée, alors qu'on n'a pas du tout le temps de contact n'est jamais respecté, encore une fois, avec les produits sous spray. Et ensuite, on va pouvoir faire de la désinfection des surfaces par voie aérienne, qui a prouvé lors de l'épisode récent de coronavirus sa totale efficacité. Et l'intérêt, c'est son efficacité aussi, pas seulement parce que le concept est efficace, mais parce que la manipulation est simple. Et une manipulation simple, ça rend effectivement un résultat qui est excellent. Voilà. Ça, en général, c'est la combinaison nettoyage-désinfection est absolument incontournable. Thierry, j'ai une question qui va nous amener à la prochaine. Alec nous demande, il faut que les produits soient autorisés à être en contact avec les aliments, d'où l'obligation d'avoir des fiches techniques de produits, mais d'où l'obligation peut-être il y a un encadrement législatif de ce produit. Oui, il y a un encadrement législatif, et heureusement d'ailleurs. Il y a un encadrement normatif d'abord qui va concerner l'utilisation d'un produit vérifié par les organismes de tutelle et qui permettra de confirmer en laboratoire ce qu'on est en mesure d'attendre sur le terrain. Donc les normes, elles vont être elles vont concerner effectivement les systèmes de vapeur, mais encore une fois, pour ce qui est de la vapeur, on utilise de l'eau. Donc a priori, on peut penser que on n'aura pas d'activité toxique avec de l'eau, et on utilise surtout de la vapeur d'eau, c'est-à-dire que même si cette eau était souillée ou polluée dans le générateur de vapeur, les souillures et les pollutions resteraient au fond. Donc ça, c'est le premier point qui est positif. On a donc un côté normatif qui va nous assurer de l'efficacité in situ sur le terrain. Et puis, on va avoir un encadrement européen qui va concerner là les produits de désinfection des surfaces par voie aérienne sur la gamme Nocotec, puisque ce produit Nocolise à base de peroxyde d'hydrogène et d'alcool polyéthoxylé est géré par des autorisations de mise sur le marché. Donc, et ces autorisations de mise sur le marché génèrent aussi les produits dédiés à l'agroalimentaire, et évidemment sa mise en contact. Comme effectivement ce produit est parfaitement dégradé en eau et en oxygène, on n'est pas soumis aujourd'hui à une législation qui met aujourd'hui beaucoup de monde en porte-à-faux, parce qu'effectivement s'il y a des résidus et que ces résidus sont en contact, c'est un problème. Une dernière chose que je dois ajouter, la majorité des produits utilisés dans l'agroalimentaire demandent du rinçage. Avec ces concepts Sanivap ou le concept Nocotec, on n'a pas besoin de rinçage. Tout à fait, oui. On va maintenant passer aux questions qui sont nombreuses. Je vous en remercie. Donc, première question qui concerne les deux concepts. Y a-t-il une garantie de ne pas avoir l'humidité résiduelle sur les surfaces et l'environnement? Donc pour la vapeur. Une garantie de pas avoir d'humidité résiduelle. Excusez-moi. Voilà. L'humidité résiduelle. C'est l'intérêt de travailler avec la vapeur, c'est qu'elle sèche relativement vite. Encore une fois, parce que c'est une vapeur qui n'est pas une vapeur humide, donc elle est suffisamment chaude et suffisamment sous pression, et ces deux paramètres sont suffisamment constants pour pas obtenir effectivement de condensation. Donc, sans oublier les débits effectivement des machines qui sont réglables et qui doivent être à la formation utilisateur. On leur indique quel débit il faut mettre en fonction du résultat. Si on veut un nettoyage et une désinfection, on va utiliser pour une chambre de patient un demi-verre d'eau pour faire la désinfection, le nettoyage et la désinfection de la chambre par exemple. Ce qui fait que effectivement, dans ces cas-là, on n'aura pas... Il faut aussi changer les bonnettes. C'est-à-dire que si vous gardez des bonnettes trempées, forcément, à force, au bout de plusieurs heures, ça marchera un peu moins bien. Donc, faut les changer régulièrement. Et pour le Nocotec, y a-t-il Nocotec, on n'a pas de condensation, puisqu'on travaille même dans des très fortes concentrations de produits
aujourd'hui dans les PSM. Et on voit pas de recondensation, on voit pas de problème particulier. D'ailleurs, quand on traite un bloc opératoire, il faut imaginer ce qu'il y a dans un bloc opératoire. Il y a une quantité d'électronique absolument incroyable. On peut avoir des lasers optiques, des lasers ophtalmo, on peut avoir plein de choses et fort heureusement, on trouve pas de problème suite aux traitements répétés qui sont faits avec la gamme Nocotech. Encore des questions techniques. Est-ce que pour la vapeur, on doit être proche de la surface à nettoyer? Alors les normes, au niveau normatif, quand on a passé la norme 72-110 qui gère les générateurs de vapeur, là, vous avez un passage qui est à 1 cm par rapport au support. Donc c'est dire que on arrive à obtenir de la désinfection, même si on n'est pas tout à fait au contact. Mais il faut pas s'éloigner plus. Si vous éloignez plus, si vous mettez à 10 cm, forcément ça marchera pas. C'est quand même un système de nettoyage et de désinfection. Je parle de la vapeur, des générateurs Sanivap, qui est un principe au contact. Voilà. Il y a des personnes qui nous demandent le lien entre le thème de d'assurer la DLC et notre présentation et le nettoyage. Effectivement, le nettoyage est un des biais, est un des moyens pour arriver à la tenue de la DLC. Vous pouvez aussi changer le pH, diminuer l'eau de vos produits, diminuer la W. Tout ça, c'est des techniques du produit, mais il y a un moment, si on travaille dans un environnement qui n'est pas complètement clean, vous pourrez faire tout ce que vous voulez sur le produit, il y aura des bactéries et vous aurez des problèmes de DLC. Donc c'est pour ça qu'on a insisté sur ça. Je rajouterais quand même qu'on l'a vu avec le coronavirus, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de sociétés de l'agroalimentaire qui nous avaient contactés à l'époque, parce que produire bien, ça c'est une chose, c'est protocolaire, mais pour produire, il faut des gens. Donc il faut aussi protéger les gens, et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le système de désinfection Nocotech, pour que les gens soient là et puissent produire in fine quelque chose en fin de chaîne. Une autre question, on nous demande si le nettoyage et la désinfection permettent d'éliminer les odeurs, comme par exemple les odeurs d'arômes. Alors, il faut savoir que la désinfection que l'on fait, nous, presque comme toutes les désinfections d'ailleurs, c'est une désinfection oxydative. Le peroxyde d'hydrogène va créer des radicaux hydroxyles, OH-, qui sont oxydants. Toutes les désinfections que vous voyez aujourd'hui sont en majorité oxydantes. Je suis passé sur celle du trioxyméthylène, mais vous avez les rayons gamma, c'est une fonction oxydante par destruction des ADN et des ARN. Donc, globalement, on va systématiquement avoir une action d'oxydation. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, quand on travaille avec ça, on peut obtenir des résultats qui sont intéressants et surtout prolongés. Donc cette désinfection oxydative nous amène à des résultats tangibles. Et en ce qui concerne les odeurs, je pense que la vapeur est une solution. On a malheureusement l'habitude dans le nettoyage courant d'avoir cette odeur de propre de produits chlorés qu'il va falloir commencer à oublier. C'est une odeur qui masque ça. Encore une fois, c'est des masquants et des efficaces. Voilà. L'oxydation détruit les mauvaises odeurs a priori. Et la vapeur aussi va détruire les mauvaises odeurs, mais sans ajout d'odeurs masquantes. Ce qu'il faut bien retenir, et c'est des habitudes à changer. Voilà. On va passer à une autre question sur la dernière question. On y va. Dernière question, ouais. Alors le plus intéressant pour moi, l'efficacité de la DSVA sur les biofilms secs. Il y a deux types de biofilms, les biofilms humides que l'on trouve dans les réseaux hydriques et les biofilms secs que l'on trouve sur les parois. L'efficacité de la DSVA, c'est qu'elle va permettre d'imprégner, toujours pareil, de factions oxydatives, les biofilms secs que l'on trouve partout. Vous les voyez pas, mais ils sont partout. Donc l'intérêt des radicaux hydroxyles, c'est que ce sont des petites tailles, et que ces petites tailles vont avoir des coupures oxydatives qui vont permettre d'éradiquer les biofilms secs, qui sont souvent sporulés d'ailleurs. Et pour rajouter, la facilité d'utilisation du concept Nocotech permet de
mettre en place des traitements réguliers qui vont attaquer, réattaquer, réattaquer ces biofilms secs et avoir un abaissement de la charge dans les locaux de production. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut oublier l'idée de désinfection une fois par an qui va tout remettre à zéro. Ça n'existe pas. Mais plutôt d'attaquer régulièrement avec un retour de marchandises. Voilà, merci Damien, en tous les cas, merci Thierry de cette intervention. J'espère que on a pu vous amener quelques solutions et c'est avec grand plaisir qu'on pourra intervenir ensuite, soit par Internet, soit et qu'on pourra vous répondre avec, on espère, la plus grande efficacité possible. Merci. Merci.